Après avoir quitté Linz, Adolf Hitler s'installa à Vienne avec l'ambition de devenir peintre professionnel. Il avait échoué à 2 reprises à l'Académie des Beaux-Arts, ce qui le conduisit à vivre avec très peu de moyens. Durant cette période, il séjourna dans divers foyers d'accueil, entouré de chômeurs, de malades et de personnes vivant dans des conditions difficiles. Cette période marqua le début d'une vie solitaire, où il passa des heures à lire des pamphlets, des journaux et des ouvrages politiques. C'est alors qu'il commença à s'imprégner de nombreuses idées antisémites qui circulaient ouvertement à Vienne. Dans la capitale de l'Empire austro-hongrois, l'hostilité envers les Juifs n'était pas dissimulée. Elle était présente dans les discours publics, les médias et même les campagnes politiques. L'une des personnalités les plus influentes de l'époque était le maire Karl Lueger, qui utilisa un ton antisémite pour s'assurer le soutien populaire. Lueger ne se contentait pas de tolérer les attaques verbales contre les Juifs, mais les utilisait comme un outil pour consolider son leadership, se présentant comme le défenseur du peuple face à une élite prétendument juive qui dominait les banques, le commerce et la presse. Hitler observa comment Lueger gagnait les masses en simplifiant les problèmes sociaux et en désignant les Juifs comme responsables. Bien que non apparente au premier abord, cette façon de penser s'imposa peu à peu dans l'esprit d'Hitler, qui manquait encore d'idéologie définie à cette époque. Bien qu'il ait vécu avec des étudiants juifs à Linz et n'ait pas manifesté d'animosité ouverte à leur égard, la situation commença à changer à Vienne. Une autre personnalité qui influença indirectement Hitler fut Georg von Schönerer, un homme politique nationaliste radical qui prônait la pureté germanique et le rejet de tout ce qui n'était pas allemand. Bien qu'Hitler ne l'ait jamais rencontré personnellement, il lut nombre de ses discours et adopta certaines de ses idées, notamment celles qui associaient l'antisémitisme à un nationalisme extrême. Schönerer méprisait non seulement les Juifs, mais aussi le catholicisme, les slaves et tout groupe qui ne correspondait pas à sa vision du véritable peuple allemand. Ce mélange de haine et d'exaltation nationale marqua profondément Hitler. Entre-temps, Hitler survivait tant bien que mal. Il vendait des cartes postales qu'il avait peintes lui-même et dépendait de petites commandes pour gagner sa vie. Il passait une grande partie de ses journées dans les bibliothèques et les cafés, où il lisait avec obsession. Il s'intéressait particulièrement aux textes traitant de l'histoire allemande, de la pureté raciale, de la décadence culturelle et des complots internationaux. Bien que personne ne le considérât encore comme une figure importante, sa pensée se formait lentement, absorbant les idées les plus radicales du milieu viennois. Dans les foyers où il dormait, Hitler était entouré d'hommes désespérés, dont beaucoup étaient irrités par le système. Là, il entendait toutes sortes de théories sur la façon dont les Juifs contrôlaient l'économie, comment ils étaient derrière la presse et comment ils avaient corrompu la culture. Ces déclarations n'étaient pas formulées comme des opinions, mais comme des vérités répétées à l'envi. Dans ce contexte, Hitler commença à considérer les Juifs non plus comme des individus, mais comme une figure collective responsable de tous les maux. La presse à sensation joua également un rôle essentiel. Les journaux à bas prix publiaient des titres haineux, des images exagérées et des articles accusant les Juifs de manipuler la société. Hitler les lisait fréquemment. Bien que critique envers certains médias, il remarquait leur style agressif et direct pour convaincre les masses. Cela servirait plus tard de modèle à sa propre propagande. Peu à peu, l'idée du « juif dangereux » prit forme dans son esprit. Il ne s'agissait pas d'un rejet émotionnel ou spontané, mais d'une construction mêlant frustration personnelle, pauvreté, lecture constante de textes antisémites et influence de personnalités telles que Lueger et Schönerer. Lorsqu'il quitta Vienne pour s'installer à Munich, il portait déjà en lui une vision du monde déformée, où les Juifs apparaissaient comme l'ennemi principal de tout ce qu'il considérait comme corrompu, faux ou décadent. Dans les rues de Vienne, les discours de haine envers les Juifs n'étaient pas uniquement le fait des politiciens. Les murs étaient couverts d'affiches, de tracts et de publicités aux images offensantes présentant les Juifs comme cupides, déformés ou dangereux. Les librairies proposaient des brochures et des livres criblés d'attaques, présentés comme des recherches sérieuses. Nombre de ces textes, lus par des citoyens ordinaires et par Hitler, affirmaient que les Juifs ne faisaient pas partie de la nation, mais constituaient une menace interne qui minait le peuple allemand de l'intérieur. Hitler, n'ayant pas les moyens de s'offrir une éducation formelle, passait de longues heures dans les bibliothèques publiques.
Il y lisait des ouvrages mêlant histoire, nationalisme et racisme, présentés comme des vérités scientifiques. L'un des auteurs qu'il consultait le plus était Lanz von Liebenfels, un pamphlétaire qui affirmait que les Juifs appartenaient à une race inférieure et représentaient une menace biologique. Ces idées le touchaient, car elles offraient une explication simple à des problèmes complexes. Les Juifs étaient responsables de tout. À mesure que sa situation économique se dégradait, Hitler commença à lier ses propres frustrations personnelles à ses lectures. Son rejet constant par le monde universitaire des beaux-arts, l'indifférence sociale dont il souffrait et son sentiment de marginalisation rejoignaient le discours qui accusait les Juifs de contrôler les opportunités. Rien n'indique qu'il ait eu des conflits directs avec les Juifs à cette époque, mais certains indices montrent qu'avec le temps, il a pleinement adhéré à l'idée qu'une conspiration silencieuse empêchait les vrais Allemands de progresser. L'environnement dans lequel il évoluait favorisait cette transformation. Les cercles qu'il fréquentait, notamment dans les foyers pour hommes, reprenaient des idées similaires. Nombre de ses résidents accusaient les Juifs d'être responsables du chômage, de l'inflation et d'une prétendue dégradation morale. Ces idées étaient constamment renforcées dans les conversations quotidiennes. Dans cet espace, l'antisémitisme n'était pas abordé. Il était considéré comme faisant partie du bon sens. La ville elle-même servit de scène à cette évolution idéologique. Vienne était divisée entre des quartiers où coexistaient différentes cultures et d'autres où les tensions étaient visibles. Les journaux présentaient les différences culturelles et religieuses comme un conflit inévitable. Hitler n'avait pas besoin de chercher ces idées. Elles étaient dans l'air du temps. À chaque coin de rue, il pouvait trouver une conversation, une affiche ou un discours renforçant l'idée que les Juifs étaient différents et dangereux. Malgré tout, rien ne prouve qu'Hitler ait exprimé publiquement des idées extrêmes durant cette période. Dans ses écrits et les témoignages de ceux qui l'ont connu à cette époque, il n'apparaît pas comme un militant politique, mais plutôt comme un jeune homme isolé, obsédé par ses idées, sans projet précis. Il est clair que c'est durant ces années que se posaient les fondements de l'idéologie qu'il allait plus tard embrasser pleinement et propager violemment. Lorsqu'il écrivit Mein Kampf, Hitler transforma nombre des idées qu'il avait assimilées à Vienne en doctrine. Ce qui était alors une haine diffuse et informelle, fondée sur des pamphlets et des discours de rue, devint plus tard une idéologie dotée d'un prétendu fondement historique et politique. Mais ces années viennoises furent décisives. C'est là qu'il trouva les pièces du puzzle qui justifieraient plus tard la persécution et l'élimination des Juifs. En quittant la ville pour Munich, Hitler n'était plus le même jeune homme qui était arrivé en rêvant de devenir artiste. À Vienne, il avait assimilé des idées qui déformèrent sa vision du monde et influenceront plus tard son parcours politique. Mein Kampf, le manifeste de la haine raciale. Dans les pages de Mein Kampf, Adolf Hitler a transformé le vague antisémitisme qu'il avait absorbé à Vienne en une solide structure argumentative, présentée comme un avertissement au peuple allemand. Écrit pendant son séjour en prison, le texte n'était pas un manifeste spontané, mais une exposition ordonnée de sa vision du monde. Fondamentalement, le livre définit le judaïsme non pas comme une religion ou une minorité sociale, mais comme une menace constante pour la civilisation. Hitler commence par identifier le juif au marxisme. Pour lui, le communisme n'était pas seulement une doctrine politique, mais un instrument des juifs pour déstabiliser les nations. Il affirme que la pensée marxiste, avec son appel à l'égalité et sa critique du nationalisme, visait à affaiblir l'esprit des peuples germaniques. Le bolchevisme, dans ce contexte, était perçu comme un masque utilisé par les Juifs pour dissimuler leur pouvoir et fomenter la destruction interne des États. Mais Hitler ne s'est pas arrêté là. Selon lui, les Juifs étaient également responsables du système capitaliste international. Il les a donc placés comme moteurs du communisme et du libéralisme économique, les présentant comme une force contrôlant les deux extrêmes du spectre politique. Hitler a ainsi présenté les Juifs comme une sorte d'ennemi invisible, capable de manipuler les idéologies opposées dans un seul but, affaiblir l'Allemagne. Le texte insiste sur la domination des Juifs dans les médias, en particulier la presse écrite. Selon lui, par le biais des journaux et des magazines, il contrôlait l'opinion publique, manipulait l'éducation et façonnait la culture selon leurs intérêts. Dans plusieurs passages, Hitler affirme que ce n'était pas un hasard si les principaux journaux allemands étaient dirigés par des Juifs.
Pour lui, cette influence médiatique a servi à affaiblir les valeurs traditionnelles, à discréditer l'armée, à promouvoir le pacifisme et à propager des idées internationalistes. De plus, dans Mein Kampf, les Juifs sont directement accusés d'avoir ruiné l'art, la musique et l'architecture. Hitler les présente comme responsables d'une décadence esthétique délibérée, visant à détruire la pureté de la culture germanique. Il soutient que les expositions modernes, les pièces de théâtre provocatrices et la musique atonale étaient le produit d'une conspiration visant à saper les fondements spirituels de l'Allemagne. Selon lui, l'art dégénéré n'était pas le fruit du hasard, mais d'une action juive coordonnée. Un autre aspect central du livre est l'affirmation selon laquelle les Juifs n'avaient aucune créativité propre. Hitler soutenait qu'ils étaient des imitateurs, vivant au crochet des autres peuples. Selon ses propres termes, ils étaient des individus qui s'infiltraient dans les nations ouvrières et les affaiblissaient de l'intérieur. Cette idée, déguisée en analyse historique, servit de base à ses futures politiques de ségrégation. En définissant le juif comme un facteur étranger exploitant les autres, Hitler bloqua toute possibilité d'intégration ou de tolérance. L'une des phrases les plus citées du livre est aussi l'une des plus claires quant à ses intentions. Si le juif triomphe des peuples de ce monde, sa couronne sera la couronne de mort pour toute l'humanité. Par cette déclaration, Hitler postulait que l'existence même des Juifs est incompatible avec la survie des peuples qu'il considérait comme purs. Cette vision extrême ne laissait aucune place au compromis ni à l'assimilation. Elle n'envisageait que la confrontation totale. Une fois sa vision du combat idéologique établie, Hitler s'est inspiré des pages de Mein Kampf pour définir le Juif comme un ennemi à éradiquer et non pas simplement à limiter. Tout au long du texte, il soutient que la seule façon de protéger l'Allemagne était d'éliminer cette prétendue menace à la racine. À plusieurs reprises, il explique que toute tentative de coexistence était vouée à l'échec et que l'histoire elle-même offrait des exemples de ce qui se produisait lorsque les peuples ne s'attaquaient pas résolument aux problèmes juifs. Hitler liait directement l'essor du judaïsme au déclin des grandes civilisations. Il affirmait que Rome était tombée pour avoir permis la perte d'identité et que l'Empire austro-hongrois était affaibli pour n'avoir pas défendu son essence nationale. Selon son interprétation, les Juifs étaient experts dans l'infiltration et l'adaptation aux cultures dominantes, ainsi que dans leur affaiblissement interne. Cette prétendue capacité constituait, selon lui, la plus grande menace pour les nations puissantes. Le livre insiste sur le fait que les Juifs n'étaient pas une communauté religieuse, mais une entité aux intentions cachées. Hitler rejetait catégoriquement l'idée qu'une personne puisse être considérée comme allemande si elle avait des ancêtres juifs, même si elle était née dans le pays où pratiquait le christianisme. Selon lui, le sang déterminait l'appartenance, et tout mélange était perçu comme une atteinte irréversible à l'organisme national. Il transforme ainsi des millions de personnes en ennemis permanents, irrécupérables. De plus, Hitler affirmait que les Juifs utilisaient les démocraties libérales pour se protéger. Selon lui, les valeurs de tolérance, d'égalité et de liberté servaient de bouclier juridique permettant aux Juifs de rester au sein des sociétés qu'ils cherchaient à dominer. Cette affirmation lui permit de rejeter fondamentalement le modèle parlementaire dans son ensemble, qu'il accusait d'être manipulé de l'intérieur par des intérêts qui ne représentaient pas la majorité. Il justifiait ainsi la nécessité d'imposer un système autoritaire et nationaliste. Dans ses arguments, le judaïsme était décrit comme une force corrosive affectant toutes les couches de la société. De l'économie à la culture, de la presse à l'université, tout était suspect. Hitler n'avait pas besoin de preuves. Sa méthode consistait à répéter et à affirmer, convaincu que l'insistance créait la vérité. La propagande devint ainsi un outil essentiel de sa stratégie visant à construire une vision unique du monde. Dans un autre passage du livre, Hitler affirme que si le juif n'était pas arrêté, tôt ou tard, il détruirait l'Allemagne. Dans sa logique, la neutralité n'avait pas sa place. Quiconque ne s'opposait pas activement au judaïsme collaborait avec lui. Ce mode de pensée divisait la société en patriotes et traîtres, entre ceux qui savaient et ceux qui étaient complices. Un cadre mental fut ainsi créé où l'élimination n'était pas un crime, mais une nécessité pour la survie de la nation. Le texte suggère également que l'histoire future dépendrait de la capacité du peuple allemand à identifier et à éliminer cette menace.
Il présente cette tâche comme une mission quasi sacrée, où le sacrifice fait partie intégrante du devoir national. À plusieurs reprises, Hitler parle de sang, de terre et de destin, éléments qu'il mélange pour créer un récit épique où le conflit idéologique se transforme en guerre pour l'existence même. À aucun moment dans Mein Kampf, il n'est explicitement question de chambres à gaz ou d'extermination de masse, mais la voie idéologique est tracée. La déshumanisation du juif, son identification comme une menace permanente, le déni de son identité nationale, le rejet de la coexistence et l'insistance sur l'incompatibilité de sa présence avec la vie du peuple allemand constituent un fondement narratif qui rend possible toute action future. Mein Kampf n'offre pas seulement de la haine, mais un manuel d'argumentation qui servira plus tard à justifier lois, décrets et meurtres. C'est une œuvre mêlant ressentiment, théorie déformée et propagande, écrite non pas pour débattre mais pour endoctriner. Avec ce livre, Hitler passe du statut de jeune paria aux idées extrémistes à celui de leader animé d'un projet clair: éliminer les Juifs d'Europe, non par haine personnelle mais par politique d'État. La corruption morale de Weimar selon les nazis. Durant les années précédant l'avènement du régime nazi, une image de propagande s'est renforcée, accusant les Juifs d'être à l'origine d'une prétendue dégradation culturelle touchant l'Allemagne. Dans ce récit, la démocratie libérale, l'avancée du modernisme et les changements sociaux étaient considérés comme les symptômes d'un désordre délibérément provoqué. Pour les porte-paroles nazis, les Juifs n'étaient pas seulement un groupe minoritaire, mais aussi les responsables d'une profonde transformation qui a altéré les coutumes, les valeurs traditionnelles et l'identité nationale. L'un des piliers de cette construction était l'accusation selon laquelle les Juifs encourageaient les pratiques sexuelles déviantes, la débauche et la corruption morale. Dans leurs discours et publications, les dirigeants du parti soulignaient que derrière la prostitution, les films provocateurs et la littérature jugée obscène se cachaient toujours des intérêts juifs. Cette image était utilisée pour expliquer le mécontentement social ressenti pendant les années de la République de Weimar, marquée par une liberté que de nombreux Allemands percevaient comme excessive et dangereuse. Dans ce récit, l'art moderne était également la cible de critiques. L'expressionnisme, le théâtre expérimental et d'autres formes culturelles modernes étaient présentés comme le résultat d'une influence juive cherchant à détruire l'essence allemande. Lors des expositions organisées ultérieurement par le régime nazi, ces œuvres furent présentées comme de l'art dégénéré, non seulement en raison de leur style, mais aussi des origines raciales supposées de leurs auteurs. L'image du juif comme promoteur du chaos s'étendit également au monde familial. Les intellectuels juifs furent accusés de promouvoir la libération sexuelle, le féminisme et la rupture des rôles traditionnels. En ce sens, leur intention était, prétendait-on, d'affaiblir l'unité du foyer allemand, considéré par les nazis comme le cœur de la nation. Ainsi, tout changement social était perçu non comme un processus naturel, mais comme une opération délibérée de décomposition. Dans cette logique, les médias furent pointés du doigt comme un instrument central de manipulation. On affirma que les principaux journaux et magazines étaient aux mains des Juifs et qu'ils diffusaient des contenus semant la confusion dans la population, encourageant la perte de valeur et normalisant des comportements auparavant considérés comme inacceptables. Le discours était clair, il ne s'agissait pas de pluralisme, mais d'une offensive menée par les Juifs pour détruire l'identité allemande de l'intérieur. Le cinéma était particulièrement visé. On disait que les films étrangers, souvent d'origine américaine, montraient des scènes provocatrices et des relations interraciales dans le but de préparer la société à la décadence. Selon cette vision, derrière ces productions se trouvait toujours l'œuvre d'entrepreneurs juifs qui utilisaient l'industrie culturelle pour façonner l'esprit des jeunes. Cette perception alimenta la censure que le régime allait imposer plus tard. L'un des thèmes les plus récurrents était le lien supposé entre le judaïsme et l'homosexualité. On prétendait que les Juifs promouvaient l'homosexualité pour freiner la croissance de la population aryenne. Cette accusation, dénuée de tout fondement réel, était reprise dans des discours publics, des pamphlets et des journaux partisans. Cela créait l'image du Juif non seulement comme un ennemi économique ou politique, mais aussi comme une menace physique pour la survie du peuple allemand. Tout au long de cette période, les dirigeants nazis, en particulier des personnalités comme Joseph Goebbels, diffusèrent intensivement ces idées.
Goebbels, dans son rôle de propagandiste, s'attachait à construire des récits reliant directement le déclin artistique aux intérêts juifs. Ces accusations n'étaient pas isolées. Elles s'inscrivaient dans une stratégie de communication visant à unifier le rejet des Juifs sur différents fronts, économiques, politiques, culturels et moral. Pour y parvenir, le régime devait transformer le Juif en une figure incarnant tous les maux possibles, de l'inflation à la prostitution, de la presse à la peinture. Cet amalgame permettait de justifier les futures mesures répressives comme faisant partie d'un processus d'épuration totale. Le régime nazi créa une image où le juif apparaissait comme le cerveau d'une grande crise morale qui balayait l'Allemagne. Cette construction ne reposait pas sur des preuves concrètes, mais sur une accumulation constante de messages répétés qui finissaient par être acceptés par des secteurs toujours plus larges de la population. L'antisémitisme culturel ne reposait pas sur des faits vérifiables, mais sur des sentiments, des interprétations et des idées circulant comme des certitudes absolues. L'un des principaux mécanismes renforçant cette perception fut la création d'un langage spécifique. Des mots comme dégénéré, impur, décadent ou corrompu étaient fréquemment utilisés pour désigner toute expression artistique, sociale ou sexuelle liée à des figures juives. Cette répétition liait finalement le concept de juif à tout ce qui était considéré comme une menace pour l'ordre traditionnel. Le discours ne s'arrêtait pas au symbolique. Les nazis utilisèrent ces arguments pour justifier l'exclusion des Juifs des espaces artistiques, éducatifs et professionnels. Ils furent expulsés des institutions culturelles sous prétexte de protéger le public de l'influence d'idées étrangères. Le système de valeurs défendu par le régime était présenté comme la victime d'une attaque silencieuse et systématique menée de l'intérieur par des éléments prétendument étrangers à la nation. À mesure que le pouvoir nazi s'accroissait, les accusations contre les Juifs devinrent plus élaborées. On commença à parler d'une révolution culturelle, impulsée de l'intérieur par des médias et des maisons d'édition contrôlées par les Juifs. Selon ce récit, l'éducation, la pensée critique et la diversité des opinions n'étaient que les instruments d'un plan visant à affaiblir la cohésion nationale. Toute forme de pluralisme était dénoncée comme une infiltration dangereuse. Dans ce contexte, la censure cessa d'être perçue comme un acte autoritaire pour devenir une mesure d'autoprotection. La fermeture de magazines, la surveillance des auteurs et des artistes et l'autodafé de livres furent justifiés par l'argument d'une purification nécessaire à la préservation de l'identité du peuple. Cette stratégie transforma la répression en vertu, présentant les autorités comme les défenseurs de la morale face à un ennemi intérieur agissant sous des prétextes légitimes. Le rôle de la radio et de la littérature jeunesse dans la diffusion de cette idée fut essentiel. Très tôt, le régime commença à produire des supports présentant les Juifs comme des personnages sombres, sales ou moqueurs. Il ne s'agissait pas seulement des adultes. Les enfants grandissaient en voyant des images où les Juifs étaient associés à la laideur, à l'étrangeté ou au danger. Cet enracinement culturel facilita l'acceptation ultérieure de politiques beaucoup plus agressives sans rencontrer de résistance généralisée. Tout cela conduisit à ce que le Juif ne soit plus perçu comme une personne concrète. Il devint une figure abstraite, chargée de significations négatives, combinant tous les aspects considérés comme dangereux. Il était à la fois capitaliste et communiste, banquier et vagabond, pornographe et critique d'art. Cette contradiction permanente ne constituait pas un obstacle pour la propagande. Au contraire, elle la rendait plus efficace car elle permettait à tout mécontentement de trouver une cible commune. Pour le régime nazi, cette construction était utile non seulement pour des raisons idéologiques, mais aussi pratiques. En proposant une explication claire et simple de la crise culturelle et morale, elle canalisait la frustration collective vers un objectif défini. Ainsi, une identité fondée sur l'exclusion se consolidait. L'ennemi n'était pas extérieur, mais intérieur, et il était omniprésent. Dans les journaux, au théâtre, dans les universités, dans les idées nouvelles. La lutte contre lui était présentée comme la seule forme de rédemption nationale. Le mythe du pouvoir financier juif selon les nazis. Dans le récit du national-socialisme, l'un des principaux piliers était l'idée que les Juifs contrôlaient l'économie mondiale dans l'ombre. Cet argument ne provenait pas d'une analyse économique formelle, mais d'un réseau de discours et de pamphlets reliant la population juive aux banques, aux bourses, aux prêts internationaux et à la spéculation financière.
On prétendait que les grands mouvements économiques n'étaient pas le produit de décisions du marché ou politique, mais plutôt d'un plan délibéré dirigé par des intérêts juifs. Pendant la crise économique de la République de Weimar, marquée par une inflation galopante et un chômage de masse, de nombreux secteurs de la société cherchaient des explications immédiates à leur misère. Les dirigeants nazis proposèrent une interprétation claire et percutante. Les Juifs étaient la cause de l'effondrement. Selon cette version, ils auraient manipulé le système monétaire pour s'enrichir tandis que le peuple allemand souffrait. Cette idée était reprise dans des discours, des affiches et des articles de journaux partisans. L'antisémitisme économique reposait également sur le ressentiment envers certaines entreprises et professions libérales. Les Juifs étaient accusés d'occuper une part disproportionnée de la main-d'œuvre dans des domaines tels que le droit, la médecine, la banque et le journalisme. On prétendait que, malgré leur minorité numérique, ils avaient réussi à contrôler des secteurs clés de l'économie. La propagande évitait toute référence au mérite ou à la carrière. Ce phénomène était présenté comme le résultat de manipulations et de complots. Les supports de formation du parti nazi enseignaient que les Juifs ne produisaient pas de richesse mais l'extirpaient. Ils étaient décrits comme des intermédiaires, des personnes vivant du travail d'autrui et utilisant le crédit, les intérêts et le commerce pour s'enrichir sans rien apporter de tangible. Cette caractérisation déshumanisait l'homme d'affaires ou le banquier juif, le transformant en un parasite qu'il fallait éliminer pour que l'économie nationale puisse se redresser. L'hyperinflation des années 1920 était utilisée comme exemple de ce prétendu plan de pillage. On disait que les Juifs achetaient propriétés et entreprises à des prix dérisoires, profitant du désespoir allemand. Les images de propagande montraient des familles aryennes ruinées, tandis que des caricatures grotesques mettaient en scène des hommes juifs célébrant la chute de la valeur de l'argent. Le message était clair. Pendant que le peuple souffrait, l'ennemi prospérait. Un autre élément du discours était l'association du judaïsme au capitalisme sans État. On prétendait que les Juifs n'étaient loyaux à aucune nation et utilisaient leur réseau international pour déplacer des capitaux sans restriction, générant des crises qui leur étaient bénéfiques. Cette vision a été essentielle à la construction de l'image du « juif mondial », quelqu'un ayant accès à toutes les finances mondiales, capable de manipuler les gouvernements, les marchés et les guerres depuis des bureaux invisibles. Les traités internationaux signés après la Première Guerre mondiale, en particulier le traité de Versailles, ont également été interprétés dans ce sens. On affirmait que l'imposition de réparations de plusieurs millions de dollars n'était pas l'œuvre d'ennemis nationaux, mais d'intérêts juifs qui contrôlaient à la fois les vainqueurs et les vaincus. De cette façon, la dette extérieure de l'Allemagne était liée à un prétendu réseau financier contrôlé par la communauté juive mondiale. Dans les discours les plus radicaux du parti, il était même suggéré que l'or international était entre les mains des Juifs et que le système bancaire mondial obéissait à leurs ordres. Cette affirmation infondée servit à justifier des politiques de confiscation, d'expropriation et de fermeture d'entreprises. La campagne économique ne se limita pas à une critique idéologique. Elle servit de base à des mesures concrètes, privant les Juifs de leurs biens garantis par la loi. Le langage employé par les porte-paroles du régime était volontairement simple. Les mécanismes économiques n'étaient pas expliqués, ni les études citées. Ils parlaient plutôt de trahison, de cupidité et de domination. Cette réduction facilita l'adoption de cette idée par de larges pans de la société. L'ennemi avait un visage et une direction, et tout ce qui se produisait de mal dans la vie économique pouvait s'expliquer par sa présence. Ce discours fut encore renforcé avec l'arrivée au pouvoir d'Hitler. Les premières lois économiques raciales ne furent pas justifiées par des décisions techniques, mais par des actes de justice. On disait que le peuple allemand récupérait ce qui lui avait été pris. L'exclusion économique fut ainsi normalisée, ce qui fut la première étape d'un processus beaucoup plus vaste de persécution systématique. À mesure que le régime nazi consolidait son emprise, le discours sur le pouvoir économique juif devint un outil central pour justifier les politiques d'exclusion. Il ne s'agissait pas seulement de limiter l'accès des Juifs à certains emplois ou de restreindre leur activité commerciale. L'objectif était de les exclure complètement de la vie économique du pays, arguant que leur participation était préjudiciable au redressement de l'Allemagne. L'exclusion économique commença par des réglementations interdisant aux Juifs d'occuper des fonctions publiques ou d'accéder aux marchés publics. Elle s'étendit ensuite aux entreprises privées.
Commerces, banques et cabinets professionnels furent la cible de campagnes de boycott organisées par le parti, appelant la population à ne pas acheter ni louer les services de citoyens juifs. Ces actions étaient présentées comme des réponses légitimes à une prétendue agression continue contre l'économie nationale. L'une des étapes les plus importantes fut ce que l'on a appelé l'arianisation de l'économie. Ce processus consistait à transférer les entreprises appartenant à des Juifs aux mains des Allemands, soit par des ventes forcées, soit par une intervention judiciaire. Les entreprises furent expertisées, évaluées en dessous de leur valeur réelle, puis cédées à des hommes d'affaires proches du régime. Cette opération, cautionnée par des lois spécifiques, était justifiée comme une mesure de défense nationale et non comme un vol. La propagande visait à récupérer ce qui revenait de droit au peuple allemand. Tout au long de ce processus, l'image du juif comme exploiteur économique continua d'être alimentée par de nouveaux éléments. Des listes d'entreprises toujours détenues par des juifs furent publiées, accompagnées d'avertissements aux consommateurs. Des rapports furent déposés dénonçant des pratiques prétendument déloyales ou abusives. L'opinion publique fut alimentée par des histoires inventées de toutes pièces concernant des escroqueries, des fraudes ou des comportements immoraux, même sans preuves à l'appui. Parallèlement, les médias du régime renforçaient l'idée que l'élimination des Juifs du système économique apporterait des bénéfices immédiats à la population. On prétendait qu'en expulsant cet intermédiaire prétendument parasitaire, les prix baisseraient, la concurrence serait plus équitable et les opportunités seraient à nouveau à la portée des vrais Allemands. Ce discours transforma l'exclusion systématique en promesse de bien-être général. Le discours antisémite ne se limitait pas à l'économie nationale, il s'étendait également à l'échelle internationale. On prétendait que les dirigeants financiers mondiaux étaient majoritairement juifs et qu'à travers des organisations telles que les banques centrales, le commerce extérieur et le crédit international, ils influençaient le destin des pays. Ces théories, diffusées dans des brochures et des conférences, reliaient la pauvreté allemande à des décisions prises dans des bureaux éloignés par des personnes ne partageant ni la langue ni la culture allemande. L'un des documents les plus cités à cette époque était le protocole des sages de Sion, un texte falsifié décrivant un prétendu projet juif de domination mondiale. Bien que démenti par des chercheurs et des journalistes depuis sa publication, le régime l'utilisa comme preuve irréfutable de l'existence d'un complot mondial. Dans ce contexte, toute crise économique était perçue comme faisant partie d'un plan plus vaste qui ne pouvait être résolu que par des mesures radicales. L'expulsion des Juifs de l'économie ne se limita pas au territoire allemand. Avec l'annexion de l'Autriche et d'autres régions, les mêmes politiques furent appliquées. Des entreprises furent interpellées, des ventes forcées et des actifs cédés à des sympathisants du régime. La machine du pillage était en marche et le soutien idéologique était déjà en place. Personne ne la remettait publiquement en question car elle était présentée comme une opération de nettoyage et non comme une persécution. Cette phase économique servait également de base logistique aux actions futures. En privant les communautés juives de leurs moyens de subsistance, elles étaient poussées vers une marginalisation totale. Sans ressources, sans réseaux commerciaux, sans possibilité de subsistance légale, la transition vers des stades plus sévères d'exclusion était facilitée. La pauvreté n'était pas un effet secondaire, mais un outil supplémentaire du processus de déshumanisation. Dans les rapports internes du régime, les Juifs étaient considérés non pas comme des individus, mais comme un obstacle structurel. Leur élimination du système économique était considérée comme une condition préalable à la reconstruction nationale. La propagande avait atteint son objectif. Elle avait transformé une minorité en symbole du mécontentement collectif. La voie vers la violence physique était ouverte, pavée de statistiques manipulées, de discours enflammés et de lois déguisées en justice. Pourquoi les nazis ont-ils rejeté l'intégration des Juifs ? Dans la logique du régime nazi, l'intégration ou la coexistence avec la population juive était impossible. Dès les débuts du mouvement, l'idée dominante était que les Juifs ne pouvaient pas faire partie de la communauté nationale allemande, quel que soit leur comportement, leur religion ou la durée de leur résidence. L'appartenance n'était pas définie par la citoyenneté, la culture ou l'adhésion à des valeurs communes, mais exclusivement par des caractéristiques biologiques. Au XIXe et au début du XXe siècle, des mouvements promouvaient l'intégration juive par l'éducation et la participation civique. Cependant,
Pour les dirigeants nazis, ce processus était perçu non pas comme un progrès, mais comme un risque accru. Ils considéraient le juif assimilé comme encore plus dangereux, car il pouvait agir de l'intérieur du système sans être facilement identifié. Cette perception a conduit au rejet catégorique de toute proposition visant à inclure les juifs dans la société allemande dans des conditions d'égalité. Le nazisme ne croyait pas à la possibilité de coexistence, car il reposait sur une vision raciale du monde. De ce point de vue, les conflits sociaux n'étaient pas le produit d'idéologie ou de classe, mais de races incompatibles se disputant le même espace de vie. Par conséquent, la seule solution possible était la séparation totale. L'un des arguments les plus fréquemment avancés était que le juif assimilé agissait comme un infiltré. On disait qu'il utilisait son apparence d'intégration pour gravir les échelons du système, influencer la politique, la culture et l'économie, et saboter de l'intérieur. Cette figure de l'ennemi caché suscitait une peur différente. Il ne s'agissait pas d'un autre extérieur, mais de quelqu'un qui pouvait être n'importe où. Sur le plan juridique, cette vision se traduisit par une série de réglementations visant à établir des barrières insurmontables. Les lois de Nuremberg, promulguées en 1935, définissaient précisément qui était considéré comme juif sur la base de critères d'ascendance. Ces lois interdisaient les mariages mixtes, empêchèrent l'emploi de juifs dans les institutions publiques et révoquaient leur citoyenneté. Le message était clair, quel que soit le degré d'intégration d'une personne, son origine l'excluait automatiquement. Ce cadre juridique s'accompagnait d'une intense campagne de propagande. Les médias liés au régime insistaient sur le caractère néfaste de tout contact entre Allemands et Juifs. Des exemples de familles corrompues par des liens avec des voisins ou des associés juifs étaient présentés. Les films et les manuels scolaires renforçaient l'idée que la proximité avec eux entraînait une dégradation morale et une perte d'identité. Dans ce contexte, même les Juifs d'origine patriotique étaient rejetés. Peu importait qu'ils aient servi dans l'armée pendant la Première Guerre mondiale ou qu'ils soient des personnalités reconnues du monde culturel. Pour le régime, de telles réussites étaient sans importance. On affirmait qu'aucune contribution ne pouvait compenser le danger qu'ils représentaient. La politique nazie cherchait également à rompre les liens sociaux susceptibles de générer de l'empathie. Les relations amicales et professionnelles étaient perçues comme des obstacles à la mise en œuvre de mesures plus sévères. Par conséquent, la dénonciation était encouragée, les contacts punis et la méfiance entretenue. L'objectif était d'isoler complètement la population juive, non seulement physiquement, mais aussi émotionnellement et symboliquement. Le rejet de l'assimilation jouait un rôle structurel au sein du projet idéologique du nazisme. Il permettait le maintien d'une division permanente entre nous et eux, même en l'absence de signes visibles de différence. Cette séparation alimentait la cohésion interne du groupe dominant et facilitait la mise en œuvre de politiques de persécution. Le régime s'opposait non seulement à l'intégration, mais considérait également que les politiques d'assimilation antérieures constituaient une partie du problème. De son point de vue, permettre aux Juifs de participer à la vie nationale avait affaibli le pays de l'intérieur. Pour les dirigeants nazis, le dommage résidait non pas dans l'extérieur, mais dans l'invisible, dans la capacité des Juifs à s'adapter et donc à exercer une influence. Cette perspective faisait de la figure du Juif assimilé la cible principale. Il ne s'agissait plus seulement du marchand visible ou de l'étranger nouvellement arrivé. Le véritable ennemi, selon le récit nazi, était quelqu'un qui parlait allemand sans accent, s'habillait comme un citoyen ordinaire et avait trouvé sa place au sein du système. Cette présence silencieuse était pour eux la preuve que la menace était plus profonde qu'il n'y paraissait. Pour renforcer cette idée, des campagnes publiques furent lancées, relayant des récits de tromperie et de trahison prétendument perpétrés par des Juifs intégrés. Des publications officielles présentèrent des cas de mariage mixte et d'amitié de longue date qui, selon le récit, se soldèrent par une manipulation ou une ruine. Ce recours systématique à la peur cherchait non seulement à justifier l'exclusion, mais aussi à susciter un rejet actif, même parmi ceux qui n'avaient jamais manifesté d'attitudes antisémites. La politique d'exclusion s'étendait même aux personnes de ascendance mixte. Les personnes n'ayant qu'un seul grand-parent juif étaient surveillées et, dans certains cas, exclues de certaines institutions. Cette rigidité démontrait qu'il n'y avait pas de place pour les exceptions. Le système était conçu pour éliminer toute présence juive du tissu social, même partielle ou lointaine.
Les conséquences de cette politique furent visibles dans tous les domaines. Des jeunes furent expulsés des écoles, des enseignants démis de leurs fonctions, des médecins interdits d'exercice, des avocats sans licence, des musiciens interdits. Chacun de ces cas fut présenté comme un élément d'une restauration nationale, comme si l'exclusion d'une minorité était un acte de renouveau moral. La société dans son ensemble s'est adaptée à cette logique de ségrégation systématique. Le rejet absolu de l'intégration ne se limitait pas à l'idéologie, mais se traduisait concrètement. Les espaces publics étaient divisés, les documents d'identité commençaient à indiquer l'origine raciale, et les offres d'emploi comportaient des avertissements explicites, juifs refusés. Ce type de ségrégation s'apparentait au modèle colonial, qui créait des citoyens de seconde zone. Cependant, dans le cas nazi, même cela était intolérable. L'objectif n'était pas la subordination, mais l'élimination progressive. Au fil du temps, cette politique s'est radicalisée. Il ne s'agissait plus de limiter la participation, mais d'effacer toute trace. Dans des quartiers entiers, les synagogues furent fermées, les établissements d'enseignement juif démantelés et les organisations communautaires dissoutes. L'isolement devint la norme, et l'invisibilité présentée comme une étape nécessaire avant l'adoption de mesures plus définitives. Dans des rapports internes, la purification raciale était présentée comme un objectif atteignable uniquement si la possibilité de coexistence était totalement éliminée. Ce n'était pas un langage rhétorique. Cela s'inscrivait dans un plan méticuleux qui commença par l'exclusion sociale, se poursuivit par la marginalisation économique et culmina par des politiques de déportation et d'assassinat. Le rejet de l'intégration n'était ni un caprice ni une tactique temporaire. Il s'inscrivait dans la logique globale de l'extermination. Pour le régime, permettre aux Juifs de participer, même partiellement, à la vie du pays contredisait sa vision du monde. Tout espace partagé était perçu comme une menace. Par conséquent, aucune solution à mi-chemin n'était acceptée. La seule solution, selon eux, était de couper tous les liens, de fermer toutes les portes et de transformer un groupe entier en paria permanent. Ainsi, l'étape vers l'élimination physique cessa d'être une rupture et commença à être perçue comme une conséquence naturelle. Expulsion totale, la première étape nazie vers la solution finale. Avant le lancement du massacre systématique, le régime nazi a passé des années à explorer différentes manières d'expulser les Juifs du continent européen. Ces propositions n'étaient pas formulées comme des mesures humanitaires, mais comme des tentatives de vider l'espace vital que les nazis voulaient réserver exclusivement aux Allemands. Dans cette logique, l'exclusion territoriale était considérée comme la première étape vers une solution définitive au problème juif. L'un des premiers projets sérieux fut l'idée d'envoyer la population juive sur l'île de Madagascar. Ce projet prit forme après la défaite de la France en 1940, l'île faisant partie de son empire colonial. Pour les autorités nazies, Madagascar offrait une opportunité idéale, un lieu isolé et reculé, au climat hostile et sans possibilité de retour. Le projet prévoyait le transfert de millions de personnes par voie maritime, sous stricte surveillance. Le plan prévoyait des conditions extrêmement difficiles. Il ne s'agissait pas d'un transfert digne, mais d'une forme dissimulée de châtiment de masse. Des documents officiels reconnaissaient que de nombreuses personnes mouraient pendant le transfert ou dans les premiers mois de maladies, de faim et de manque de ressources. Ce taux de mortalité élevé était considéré comme acceptable dans la logique du projet. Ce dernier comprenait des mémorandums détaillés sur la logistique, le nombre de bateaux nécessaires, le nombre de personnes pouvant être déportées par an et le type d'infrastructures à construire sur l'île. Le plan prévoyait que les déportés n'aient aucun contact avec le monde extérieur et vivent dans un isolement total. L'objectif principal n'était pas l'intégration dans un nouveau territoire, mais plutôt l'exclusion permanente. À aucun moment, il n'était envisagé que les Juifs puissent développer une communauté autonome ou prospérer dans cet environnement. Au contraire, le plan visait à créer un espace de souffrance prolongée, où la population serait soumise à un contrôle absolu. Cependant, le projet ne se concrétisa jamais. Les difficultés logistiques étaient énormes et le contrôle maritime britannique empêchait toute opération de grande envergure dans l'océan Indien. À mesure que la guerre progressait, la viabilité du projet se dilua. Fin 1940 et début 1941, les responsables commencèrent à comprendre que la solution territoriale n'était plus applicable. Entre-temps, d'autres plans d'expulsion furent envisagés.
La création de vastes réserves fut envisagée à l'Est, notamment dans certaines régions de Pologne, puis d'Union soviétique. Ces régions serviraient à concentrer les Juifs des territoires occupés sous surveillance militaire. Ces colonies étaient envisagées comme une sorte de quarantaine permanente où les taux de mortalité joueraient un rôle silencieux. Le mot « meurtre » n'apparaissait pas dans ces documents, mais il détaillait des mesures qui menaient inévitablement à la mort. Manque de nourriture, travail forcé, maladies non traitées et températures extrêmes. Le langage administratif masquait la brutalité du véritable objectif. Un autre élément important était la volonté de rendre les Juifs aussi invisibles que possible. L'objectif n'était pas seulement de les expulser du territoire allemand, mais de les rayer complètement de la carte européenne. Dans le discours interne, on parlait de « nettoyer l'Europe » ou de « nettoyer le continent ». Cette vision transformait les Juifs en un obstacle matériel à éliminer. Les débats sur ces solutions territoriales étaient marqués par un dilemme constant entre ce qui était souhaité et ce qui était possible. De nombreux responsables partageaient la vision d'un continent sans Juifs, mais ne trouvaient aucun moyen pratique d'y parvenir sans recourir à la force directe. Cette frustration devint l'un des facteurs qui poussa le régime à envisager des alternatives plus radicales dans les mois suivants. Le passage à des solutions plus agressives ne fut pas immédiat. Jusqu'à la mi-1941, les autorités cherchaient encore des moyens de gérer le problème juif sans recourir ouvertement au meurtre. Durant cette période, plusieurs hauts fonctionnaires promouvaient l'idée de créer une réserve juive à l'Est. Il s'agirait d'un territoire isolé où serait concentrée toute la population déportée d'Allemagne et des pays occupés. Les rapports officiels détaillaient les conditions de ce futur espace. Il n'y aurait ni infrastructures adéquates, ni approvisionnement suffisant. La maladie, la faim et le froid agiraient comme des outils silencieux de réduction de la population. Bien qu'une politique de meurtre ne fût pas explicitement mentionnée, les conséquences anticipées laissaient clairement présager une mort massive. L'un des lieux les plus fréquemment évoqués était le district de Lublin, dans le gouvernement général de Pologne. Il était prévu d'y héberger des milliers de Juifs d'Allemagne, d'Autriche et de Tchécoslovaquie. La région disposait déjà de camps de détention improvisés contrôlés par les SS. Le plan prévoyait l'agrandissement de ces installations, l'érection de clôtures et la création de camps de travail forcés. Parallèlement, la possibilité d'utiliser les territoires conquis sur l'Union soviétique pour mettre en œuvre une politique d'expulsion à plus grande échelle était envisagée. La Sibérie et d'autres régions d'Extrême-Orient étaient envisagées comme des lieux viables. Ces régions, avec leurs conditions climatiques extrêmes et leurs vastes étendues, étaient considérées comme des lieux parfaits pour éliminer les Juifs d'Europe sans recourir à des fusillades de masse. Ces propositions étaient discutées lors de réunions internes, où des détails tels que les itinéraires de transport, le nombre de personnes à déplacer par semaine et les méthodes pour empêcher tout contact avec la population locale étaient analysés. Tout était conçu avec une approche technique. Des doutes croissants quant à la viabilité de ces projets commencèrent à surgir lorsque les lignes d'approvisionnement furent saturées et que les ressources de l'armée furent concentrées sur le front de l'Est. La guerre contre l'Union soviétique, qui débuta en juin 1941, modifia les priorités stratégiques. Les trains étaient nécessaires au transport des soldats et du ravitaillement et ne pouvaient être utilisés pour des déportations massives vers des régions reculées. Malgré ces limitations, les premières expériences de déportation commencèrent. Des groupes de Juifs furent envoyés vers l'Est dans des conditions inhumaines et beaucoup périrent en route. Les rapports de terrain signalèrent ces décès comme des effets secondaires inévitables. Les responsables n'exprimèrent aucune inquiétude. Ces expériences démontrèrent les limites des solutions territoriales, sans toutefois préfigurer la suite. L'échec logistique, le manque de ressources et l'impossibilité de mettre en œuvre un isolement géographique massif marquèrent la fin de ces tentatives. La phase suivante allait répondre à une autre approche encore plus radicale mise en œuvre avec d'autres méthodes. Le jour où ils décidèrent de commencer à tuer les Juifs. Au début du régime nazi, les mesures appliquées contre les Juifs visaient à les exclure de la vie sociale et économique, imposant des restrictions de plus en plus sévères. Mais à mesure que la guerre progressait, ces mesures commencèrent à paraître insuffisantes aux yeux des dirigeants de l'appareil d'État. Parmi les dirigeants du régime, la conviction grandit qu'il fallait aller plus loin.
cesser de séparer les Juifs et commencer à les éliminer définitivement. Le tournant s'accéléra après le début de l'offensive contre l'Union soviétique à l'été 1941. Cette campagne fut perçue non seulement comme une opération militaire, mais aussi comme une croisade idéologique. Les nazis considéraient le judaïsme et le communisme comme faisant partie du même ennemi. Dans ce contexte, des groupes chargés d'exécuter les Juifs locaux commencèrent à agir. C'était la première fois qu'un plan durable d'extermination directe et massive était mis en œuvre. Des rapports en provenance de l'Est faisaient état de massacres dans des villages, des champs et des forêts. Les unités connues sous le nom d'Einsatzgruppen opéraient aux côtés des forces militaires régulières et avec le soutien de collaborateurs locaux. Bien qu'il n'y ait eu aucun ordre écrit d'éliminer tous les Juifs, les faits démontraient que telle était déjà la ligne d'action adoptée. Les exécutions systématiques firent partie intégrante des opérations quotidiennes. Au sein des structures internes du régime, des réunions de plus en plus fréquentes entre responsables de différents secteurs commencèrent à avoir lieu. Les responsables des transports, de la sécurité, de l'administration et des services civils commencèrent à collaborer. Nombre, déplacements et méthodes plus efficaces pour éliminer de grands groupes furent discutés. Aucun terme explicite ne fut utilisé lors de ces réunions. Au lieu de « meurtre », on employa les termes « procédure spéciale » ou « mesures nécessaires ». Reinhard Heydrich fut chargé de coordonner tous ces efforts. Son rôle était d'aligner les différents secteurs de l'appareil d'État sur une direction commune. Bien que la conférence de Wannsee ait eu lieu plus tard, de nombreuses décisions étaient déjà mises en œuvre. Le système ne naquit pas d'un seul décret, mais de la somme des étapes précédentes formant une structure commune. La pression pour trouver des méthodes plus rapides et moins visibles s'accrut. Les exécutions de masse étaient considérées comme lentes, psychologiquement épuisantes pour ceux qui les pratiquaient et laissaient des traces difficiles à dissimuler. Des alternatives considérées comme plus opérationnelles furent alors recherchées, permettant une action plus rapide et plus discrète. Parallèlement, la possibilité de créer des installations ayant un seul objectif, l'élimination des personnes, commença à être étudiée. On ne parlait plus de camps de concentration traditionnels, on envisageait des centres conçus dès le départ pour exécuter et effacer les traces. L'approche était fonctionnelle, itinéraires, horaires et ressources étaient conçus comme une chaîne logistique. À ce stade, l'appareil d'État commença à fonctionner comme un réseau interconnecté. SS, ministères, autorités régionales et entreprises liées au transport faisaient partie intégrante de la machine. Chaque agence se voyait attribuer une tâche, de l'arrestation à la gestion de l'ensemble de la procédure. La collaboration se faisait sans ordre explicite. Parallèlement, la propagande continuait de jouer un rôle clé. L'idée d'un ennemi intérieur, de complots invisibles et de dangers cachés était mise en avant. L'objectif était de préparer la population à tolérer sans réserve les transferts et les disparitions. Le discours officiel renforçait la nécessité d'une action ferme pour protéger le pays. En 1941, la décision était confirmée. Les massacres se poursuivaient sur le front de l'Est, tandis que les premiers centres, spécialement construits, prenaient forme. L'idée d'éliminer physiquement les Juifs n'était plus un simple slogan. Elle était devenue une politique concrète et en pleine expansion. Le plan exigeait une structure organisée et une participation à plusieurs niveaux. Des protocoles internes furent définis, des responsabilités assignées et des procédures conçues. Bien qu'il n'y ait toujours pas d'ordre écrit unifié, tous les acteurs impliqués connaissaient l'objectif ultime. La solution n'était plus l'expulsion ou l'isolement, il s'agissait désormais de la disparition définitive. En janvier 1942 se tint la conférence de Wannsee. Lors de cette réunion, de hauts responsables du régime discutèrent des mesures administratives nécessaires à la mise en œuvre de la solution finale. Bien que la machine soit déjà en marche, la réunion servit à formaliser la coordination entre les différents secteurs. Chaque représentant assumait des tâches spécifiques. Aucune objection ne fut exprimée. Tout fut présenté en termes techniques. Dès lors, l'extermination devint l'axe central de la politique du régime. L'élimination de communautés entières devint une pratique systématique, gérée avec précision et sans interruption. L'objectif ne faisait aucun doute. Éliminer toute la population juive du continent sans exception, sans témoin et sans retour. L'idéologie en action. Comment elle était appliquée dans les camps d'extermination?
Les centres d'extermination n'étaient pas de simples lieux de meurtre. Ils étaient conçus pour matérialiser étape par étape la vision raciale du régime nazi. De l'arrivée des déportés à la disparition totale des corps, tout obéissait à une logique qui transformait l'idéologie en procédure. La notion d'ennemi racial se transformait en un mécanisme systématique éliminant toute possibilité d'évasion et d'humanité. À leur entrée, les victimes ne recevaient aucune information claire. Nombre d'entre elles pensaient qu'il ne s'agissait que d'une étape supplémentaire vers un travail forcé. Le manque d'information était un outil essentiel. Il facilitait l'ordre et empêchait toute réaction. Sur les quais, officiers et agents du camp séparaient rapidement ceux qui pouvaient être utilisés pour le travail forcé et les autres étaient dirigés, sans avertissement, vers les installations mortelles. Cette sélection ne prenait que quelques minutes. Il n'y avait ni discussion, ni justification. Les femmes avec enfants, les personnes âgées, les malades ou toute personne ne paraissant pas utile étaient directement envoyées à la mort. Elles n'étaient pas jugées sur leurs actes, mais sur leurs valeurs au sein du système. S'ils ne pouvaient être exploités, ils étaient impitoyablement rejetés. Ceux sélectionnés pour le travail étaient logés dans des baraquements surpeuplés, sans nourriture suffisante et sous surveillance constante. La brutalité quotidienne réduisait leur endurance en quelques jours. L'usure, la maladie et les punitions se combinaient pour raccourcir leur survie. L'objectif était d'extraire le plus de corps possible avant de les remplacer. On disait aux gens qu'ils allaient prendre une douche. Ils laissaient leurs affaires marquées, avec la promesse de les récupérer plus tard. Ce mensonge était un élément essentiel de l'opération. À l'intérieur des chambres, les portes étaient hermétiquement fermées. Le gaz tuait en quelques minutes. Ce n'était pas instantané. On entendait des cris, des coups et le désespoir, mais personne ne pouvait sortir. Ensuite, les prisonniers forcés, les Sonderkommando, étaient contraints d'enlever les corps, de couper les cheveux, d'enlever les dents en or et de transporter les corps jusqu'aux fourneaux. Ces groupes savaient qu'ils seraient également éliminés pour effacer les témoins. Ce processus tuait et masquait aussi ses propres traces. L'espace était soigneusement divisé. Personne ne vit toute l'opération. Chaque groupe avait un rôle limité. Les gardes étaient relayés. Les ordres étaient donnés en termes techniques. Cette fragmentation permettait à de nombreux participants d'affirmer qu'ils ignoraient l'ampleur de la situation. Cependant, l'organisation indiquait le contraire. Il ne s'agissait pas d'installations improvisées. Elles disposaient de voies ferrées internes, de capacités définies pour les chambres et les crématoriums et de détails peaufinés pour en accroître l'efficacité. Des tests furent effectués avec différents gaz, des modifications structurelles et des améliorations temporelles. Chaque détail visait à optimiser la mort. Ce système fut reproduit sur plusieurs sites. Auschwitz, Sobibor, Treblinka et d'autres camps fonctionnaient selon la même logique. L'éloignement et le contrôle local contribuèrent à préserver le secret. Des millions de personnes y furent assassinées sans procès ni procès. L'une des clés du fonctionnement était la normalité. L'élimination massive était traitée comme une simple tâche quotidienne. Les heures d'arrivée, le nombre d'exécutions et les objets à collecter étaient connus. La bureaucratie transformait la criminalité en statistiques. Chaque arrivée était documentée. Des listes étaient établies indiquant le nombre de personnes affectées au travail et le nombre de personnes qui mouraient. Ces listes étaient envoyées au quartier général, où les chiffres étaient compilés. Les données remplaçaient les noms. Les personnes étaient transformées en colonnes de calcul. Le personnel SS recevait une formation spéciale. On lui enseignait que les Juifs n'étaient pas des citoyens, mais des éléments à éliminer. Cette déshumanisation était renforcée par des discours, des livres et des routines. Même entre eux, les responsables utilisaient des euphémismes. Ils disaient « traiter »,« transférer »,« traiter ». Cela maintenait une distance émotionnelle. La consommation d'alcool était également encouragée, ainsi que certains avantages pour ceux qui faisaient preuve de performance. Dans certains endroits, des méthodes alternatives étaient testées. Véhicules équipés de caméras mobiles, divers gaz et explosifs. Bien que toutes n'aient pas été couronnées de succès, elles témoignent d'une volonté constante de perfectionner le système. Les victimes étaient contraintes d'effectuer des tâches telles que décharger des trains, déplacer des cadavres ou nettoyer des caméras.
Cela a non seulement dégradé davantage leur situation, mais a également permis de réduire le nombre de personnels nazis directement impliqués. L'environnement était entièrement divisé par fonction. Zone de désinfection, dépôt d'artefacts, casernes, crématoires, centres administratifs. Chaque élément remplissait un rôle spécifique. Il n'y avait aucune place à l'improvisation. L'application de cette idéologie ne tolérait aucune exception. Ni le service antérieur, ni les liens personnels, ni les mérites individuels ne sauvaient personne. La logique raciale était totale. Aucune nuance ni cas particulier n'était admis. Alors que la défaite du régime semblait imminente, le système ne s'est pas arrêté. Il s'est intensifié. Des documents ont été détruits, des traces effacées, mais les meurtres ont continué. Jusqu'au dernier moment, la priorité était d'achever l'extermination. Ce qui s'est produit n'était pas le fruit du chaos ou d'erreurs d'exécution. C'était la mise en œuvre méticuleuse d'une idéologie qui, dès le départ, promettait d'éradiquer un groupe entier. Les camps étaient la traduction concrète de cette promesse, menée avec froideur, régularité et une structure qui faisait de la mort une routine systématique. Ce que les Allemands savaient et choisissaient d'ignorer. Durant les années où l'extermination massive du peuple juif fut mise en œuvre, une part importante de la population allemande avait une certaine connaissance de ce qui se passait. Bien que le régime contrôlât strictement l'information officielle, de nombreux citoyens étaient exposés à des rumeurs persistantes, à des signes visibles ou à des témoignages indirects. Dans bien des cas, le silence était une décision consciente de ne pas affronter une réalité inconfortable. Les expulsions et les relogements de familles entières étaient évidents. Des maisons restèrent inhabitées après les rafles. On parle de relogement, mais avec le temps, cette version officielle ne tenait plus la route. Personne ne revint et les lettres cessèrent d'arriver. Employés des chemins de fer et soldats échangeaient des commentaires. Ils parlaient d'endroits où des personnes disparaissaient tout simplement, de trains partis sans retour, d'installations constamment enfumées. Ces récits, diffusés sans version uniforme, suscitaient un malaise. Certains écoutaient, d'autres préféraient fermer les yeux. Évoquer ces sujets en public comportait un risque. Les conséquences d'une méfiance excessive pouvaient être graves. Malgré tout, les indices étaient omniprésents. Lettres coupées, zones jamais mentionnées dans les médias, photographies ayant échappé à la censure. L'intuition se mêlait aux preuves. Dans les villes, les rumeurs circulaient à voix basse. Auschwitz, Treblinka et d'autres noms étaient murmurés avec suspicion. Même si tout le monde ne savait pas exactement ce qui se passait sur ces sites, il était entendu que personne ne partait. Les conversations étaient brèves et se terminaient souvent par des esquives ou des silences. Les grandes entreprises ne s'informaient pas de l'origine de la main-d'œuvre ni de la destination des marchandises reçues. Les considérations économiques priment. Les églises, à quelques exceptions près, ne s'exprimaient pas publiquement. La plupart des institutions préféraient rester à l'écart. Dans les zones rurales, la proximité était plus grande. On pouvait voir des trains chargés de personnes, des cris s'entendre depuis les wagons, et certains bâtiments servaient de points de rétention avant les transferts. Difficile de ne pas remarquer ce qui se passait. Certains soldats revenaient avec des photos ou des anecdotes. Lors de réunions privées, ils montraient des images ou racontaient des scènes troublantes. Pour certains, c'était un avertissement, pour d'autres, une simple anecdote de campagne. Dans les usines, ceux qui partageaient l'espace avec les travailleurs forcés pouvaient constater leur détérioration physique, leur langage étrange, leur surveillance constante. Il était évident qu'ils n'étaient pas là de leur plein gré. Bien que peu connaissaient la situation dans son intégralité, beaucoup en reconstituaient les fragments. Cette compréhension partielle, conjuguée à la peur, a engendré une décision tacite de ne pas approfondir. En savoir plus pouvait avoir des conséquences. Le silence servait également de bouclier. Les déportations étaient annoncées comme des procédures administratives. Les communiqués parlaient de transferts convenus, justifiés par des réglementations. Cette apparence bureaucratique diluait le poids moral. Des termes comme réinstallation ou mesures de sécurité étaient utilisés pour masquer une politique d'extermination. La propagande renforçait cette vision. Des messages circulaient associant les Juifs à des maladies, des complots ou des crimes. Cette insistance créait une image déformée, favorisant l'indifférence. Ainsi, leur disparition n'était pas interprétée comme une injustice, mais comme une étape dans une logique de protection.
Dans les territoires de l'Est, ceux qui revenaient rapportaient des histoires troublantes. On entendait parler de fosses communes, d'exécutions ou d'installations inconnues. Certains parlaient froidement, d'autres avec gêne. Ces récits n'atteignirent pas les médias, mais ils alimentèrent la suspicion dans de nombreux milieux. Les trains traversaient des villes familières, des wagons verrouillés, des gardes armés et des déportés visibles étaient des signes évidents. Les employés des trains le savaient, et ceux qui voyaient des magasins fermés ou des logements soudainement réaffectés le remarquaient. Certains agissaient aussi. Quelques-uns protégeaient les persécutés ou refusaient de participer. Mais il s'agissait d'exceptions, et les sanctions étaient immédiates. Le système de contrôle était conçu pour éradiquer toute tentative d'aide. Dans les écoles et les quartiers, les enfants demandaient des nouvelles de leurs camarades qui n'étaient pas revenus. Les réponses étaient évasives ou répétaient la version officielle. Cette omission leur apprit aussi à garder le silence. Avec l'effondrement militaire du régime, on tenta d'éliminer toute preuve. Les archives furent détruites, les documents brûlés et les prisonniers contraints d'effacer les preuves. Certains Allemands assistèrent à ces ultimes manœuvres sans poser de questions. Lorsque les Alliés libérèrent les camps, les images devinrent irréfutables. Photographies, enregistrements et témoignages révélèrent ce qui avait été nié. De nombreux citoyens affirmèrent n'avoir rien su. Ils affirmèrent avoir été trompés ou n'avoir jamais imaginé une telle ampleur. Mais les données, les récits et les indices abondaient. Le problème n'était pas de savoir s'ils savaient, mais de savoir s'ils voulaient savoir. Le déni était, dans bien des cas, la continuation du même silence antérieur. Les réactions d'après-guerre furent diverses. Certains nièrent tout. D'autres minimisèrent leurs responsabilités. Quelques-uns reconnurent les faits, mais la majorité choisit de passer à autre chose. L'extermination du peuple juif ne fut pas seulement l'œuvre de ceux qui l'exterminèrent directement, mais aussi de ceux qui la laissèrent faire par leur inaction.